Oui, bon, j'ajoute quelques compléments pour me présenter. Je suis un employé de banque, je travaille dans une caisse d'épargne et je suis donc un des porte-parole du syndicat Sud Banque Populaire Caisse d'épargne. J'appartiens au CDTM qui est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui est une association qui travaille depuis des années. D'abord, qui a travaillé sur les dettes du Sud pour étudier les conditions dans lesquelles ces dettes se sont mises en place et construire des outils, des arguments et des actions pour faire annuler ces dettes que l'on jugeait illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables. Mais je reviendrai sur ces définitions-là. Et je suis également membre, alors je ne fais pas ma liste d'anciens combattants, mais je suis également membre du comité d'audit citoyen. C'est un comité qui travaille en France sur l'audit des dettes. On a fait un rapport, on a fait l'audit de la dette de la France qui n'a pas eu beaucoup d'écho. C'était au milieu de l'année 2014. Et en ce qui me concerne, dans ce cadre de collectif, je travaille sur les dettes locales. Et donc je vous en parlerai un petit peu. Alors comme vous l'avez remarqué, l'intitulé de mon intervention n'est ni une question, ni une formulation descriptive, mais une injonction, une adresse impérative, c'est-à-dire annulons les dettes illégitimes. Donc, bon, cela peut paraître un petit peu péremptoire, mais si on prend en compte le fait que cette injonction répond et réplique à une autre injonction, ben, j'ose penser que vous seriez compréhensif par rapport à cette tonalité. Alors moi je vais vous parler de choses qui sont tout à fait pratiques, tout à fait concrètes, des actions. Ça ne veut pas dire que toute la partie théorique est négligeable, puisque la partie théorique, on en a besoin pour s'en appuyer. Quand on est militant comme moi pour lutter contre les dettes, on ne fait pas ça à sui generis, mais on a des outils, des instruments. Alors, ce que je vais évoquer aujourd'hui, dans le cadre de votre thématique endettement comme rapport social, limitation ou conditions de possibilité de la liberté, je prendrai surtout la thématique la limitation de la liberté, puisque bon, je pense donc que la dette, du moins telle qu'elle est aujourd'hui, est vraiment une atteinte donc à la liberté. Et je le ferai à travers trois exemples tout à fait concrets, tout à fait pratiques. Le premier concerne les mouvements contre la dette qui sont menés par les étudiants aux États-Unis, la dette étudiante qui représente une somme importante. Le second concernera donc la dette des collectivités locales. Et le troisième point concerne la situation de la Grèce, puisque je suis également membre de la commission pour la vérité sur la dette grecque, qui a été mise en place par l'ex-présidente de la Voulie, donc du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, le 4 avril dernier, et commission qui continue, même si elle vient d'être rayée des tablettes par le nouveau gouvernement Syriza et la nouvelle majorité parlementaire de Syriza. Donc on y reviendra plus amplement. Alors, je veux dire d'abord quelques mots du contexte du rapport social défini par la dette financière. Alors, le développement nettement que l'on observe, c'est l'expression, selon moi, de la détermination et de la capacité du capitalisme, sous sa forme de capitalisme financier, de capter une part toujours plus grande de la richesse créée. Donc, il capte cette richesse par un partage inégal de la valeur ajoutée, puisqu'on voit notamment en France que les revenus du capital sont de plus en plus rémunérés par rapport aux revenus du travail, mais il la capte également par le système d'aide, un endettement qui prend dans les revenus du travail qui ont été distribués une part donc très importante de ce revenu pour se le réapproprier. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, cette place de la dette que l'on observe, cette place centrale de la dette que l'on observe depuis plusieurs années, s'explique par plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas vous les dire toutes, mais souligner celles qui sont essentielles à mes yeux. Il y a la financiarisation de l'économie, donc c'est quelque chose que je connais bien puisque je vous l'ai dit, je suis employé de banque et le grand changement qui a été opéré dans les années 80 dans les banques, on voit ce que ça donne en matière, je dirais, de pur capitalisme, mais également en matière de coût social, le coût humain. Donc on est actuellement dans une situation avec une multiplication des risques psychosociaux, situation dramatique. Avec la financiarisation, on a observé qu'elle est de pair la déréglementation des activités financières, on appelle libéralisation ou d'autres noms,
La mise en place d'outils et de dispositifs et d'instruments spéculatifs, on peut citer le trading de haute fréquence, le fait de titriser, donc ça a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de transformer les crédits en placements qui vont être écoulés sur le marché et achetés. Et on a vu un exemple tout à fait concret de ces vices-là à travers les subprimes, qui sont des crédits consentis à des ménages pauvres, qui ont été titrisés et qui ont été revendus à des grands spécialistes financiers que sont les banques françaises, et notamment la grande banque d'affaires du groupe où je travaille qui s'appelle Natixis, et qui, je dirais, a dû éponger au moins 8 milliards de pertes en ayant spéculé sur ces marchés-là. Donc ça, c'est un point important. L'autre point que je souligne donc de la place centrale de la dette, j'y reviens, c'est le partage inégal de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire que moins vous donnez de revenus aux salariés, bien plus ils doivent s'endetter, et pas simplement pour acheter une maison ou une voiture, mais également pour vivre. Donc nous, on observe au niveau des clientèles dites défavorisées des emprunts qui sont faits ou l'usage de cartes bancaires pour financer les fins de mois et acheter de quoi manger. Donc. Autre chose, donc, autre raison, c'est la marchandisation de parts de plus en plus grande de l'économie. Donc ça, on observe ça. Bon, à la fin de la guerre, il y a eu ce fameux programme, les Jours Heureux, le programme du Conseil national de la résistance, qui avait décidé la nationalisation d'éléments essentiels de l'économie, c'est-à-dire l'énergie, avec les charbonnages, l'électricité, les transports, avec les chemins de fer et Air France. Le système financier avait été nationalisé, la Banque de France également. Donc tout un ensemble de pans avait été placé donc, sous contrôle public au service de l'intérêt général. Alors c'est fait plus ou moins bien, on pourrait discuter, mais toujours est-il qu'on n'a pas observé, par exemple, si je prends le système bancaire, avant la libéralisation et la privatisation, on n'a pas observé de mouvement de crise importante dans notre pays. Donc il y a eu une privatisation, le mouvement des nationalisations de 81-82, mais qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'à partir de 86 de mémoire, on a commencé à tout reprivatiser. Donc voilà, donc la marchandisation, c'est le fait de mettre de plus en plus de biens sur le marché, à vendre et à acheter à travers le crédit. Alors, le système net, comme je l'appelle, il repose sur un certain nombre de présupposés. Donc, il met aux prises, donc le camarade précédemment l'a évoqué, donc le créancier et le débiteur dans un système, dans un rapport inégal qui voit les intérêts du créancier primer sur celui du débiteur. Et ce système prospère sur un certain nombre de représentations. Alors c'est intéressant, j'en ai listé quelques-unes pour vous montrer ce qui sous-tend tout cela derrière. Donc, il y a tout d'abord le fait de considérer un État comme une famille. Ça, on nous l'a bien rabâché à propos de la dette grecque. C'était comme ça la bonne comparaison, le bon père de famille, le bonus pater familias. Donc il rembourse ses dettes, et bien la Grèce c'est pareil. Ensuite, on présente le remboursement de la dette comme un impératif catégorique. On doit payer. On ne s'interroge pas sur les conditions dans lesquelles cette dette a été mise en place, alors qu'il faudrait le faire. Enfin, on admet dans ce système-là que les rapports de force qui prévalent au sein de la société sont des rapports naturels. De tout temps, ça a été comme ça. Et on soutient enfin que ces rapports doivent se pérenniser. Donc on a là, je dirais, une quadrature en quelque sorte des représentations, derrière le fait d'assimiler, moraliser, naturaliser et essentialiser. Ce sont 4 piliers idéologiques qui en quelque sorte soutiennent le système net. Mais en face de ça, il y a quand même des militants, j'emploie ce mot, c'est pas un gros mot, donc ça fait sursauter mes patrons chaque fois que j'utilise le mot. Lui il préfère parler de partenaire social ou de collaborateur pour le travail. Il dit non, je suis salarié, je suis pas un collaborateur, je suis lié par un contrat de travail. Donc voilà, je dis peut-être des gros mots ici, mais il faut commencer à les dire. Donc voilà, alors il y a des militants, et ces militants qui se bagarrent sur le terrain, ils ont construit aussi des théories, des argumentations et surtout des pratiques. Et c'est ce qui me semble tout à fait intéressant de développer. Alors nous, notre pratique au niveau du CADTM, et j'y reviendrai quand on va parler donc de la dette grecque et la dette des collectivités locales, on a en gros une quadrature nous aussi pour combattre l'idéologie en face. On a les concepts de dette illégale,
illégitime, odieuse et insoutenable. Alors, je ne vais pas vous donner des définitions très précises de ces quatre dettes. Vous pouvez le retrouver, donc, notamment dans le rapport. On a fait tout une petite annexe de définition où tout ça est indiqué, je dirais, à quasiment à la virgule près, mais voir ce qu'il y a derrière, l'état d'esprit qui prévaut tout ça. La dette illégale, comme son nom l'indique, c'est une dette qui ne respecte pas la réglementation, qui peut violer des constitutions, qui peut violer des réglementations concernant les autorités à même de ratifier des contrats. Donc on a vu cela en Grèce notamment. Ce sont des violations du droit qui régit les banques qui vont prêter par exemple à la Grèce des banques étrangères. Donc il y a tout un ensemble de choses. Donc c'est grosso modo une violation du droit. Alors le droit national ou international aussi. Il y a tout un ensemble de conventions et d'accords internationaux qui prévoient des modalités de mise en place de l'endettement. La dette illégitime, c'est, je dirais, à notre niveau, il y a cet aspect d'illégalité qui est sous-jacent, mais il y a le fait ici que cette dette, elle n'a pas été consacrée à l'intérêt général, à l'ensemble de la population. Pour prendre le cas de la dette des États, c'est une dette qui a été consentie pour l'essentiel à des intérêts privés. Et c'est en ce sens que cette dette-là, elle n'est pas légitime. Bon, ce sont des dettes aussi illégitimes, on va le voir, qui en même temps constituent des violations caractérisées, notamment de droits humains fondamentaux. Ce sont des choses que l'on a observées sur le terrain. Enfin, la dette odieuse, c'est une dette qui intègre, qui reprend un petit peu tout ce que je viens de dire, mais qui intègre une part, quelque sorte de préméditation, parce que le créancier savait, en mettant en place l'endettement, qu'il allait violer des règles de droit fondamentales, des droits fondamentaux des individus. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. Alors, la dette insoutenable, c'est le quatrième volet. C'est une dette qui, comme son nom l'indique, n'est pas soutenable, sauf à, je dirais, réduire à néant les droits fondamentaux des populations, c'est-à-dire le droit au logement, le droit de se nourrir, à la santé, à l'éducation. Donc là, on est même en présence d'une dette qui serait légitime, légale, eh bien, un État peut être en situation, et c'est le droit international qui le prévoit, de faire passer d'abord les intérêts fondamentaux de sa population. Ça, c'est un point tout à fait important. Alors, je vais venir maintenant à mes trois cas d'espèce, pour ne pas parler trop longtemps et laisser plutôt la place au débat, aux échanges. Donc, le premier cas concerne la grève de la dette qui est menée par des étudiants aux États-Unis. Donc, la dette étudiante aux États-Unis représente environ 1000 milliards de dollars. C'est pas rien. Ça représente un risque majeur au niveau du pays des États-Unis. On en parle très peu de cette dette-là, mais c'est une dette énorme. Pour vous donner quelques chiffres sans vous assommer, 2/3 des étudiants sortent de l'université avec une dette de 27 000 $ en moyenne, ce qui est quelque chose de tout à fait considérable. Alors, c'est d'autant plus problématique que ces étudiants qui sortent du système universitaire, un petit peu comme chez nous, ne trouvent pas d'emploi. Ou alors trouvent des emplois sous-payés, très mal payés, et donc n'arrivent pas à rembourser leur dette. Bon, on raconte l'histoire d'Obama qui, avant d'être président des États-Unis, venait de rembourser sa dette qui avait un petit peu traîné, mais beaucoup d'étudiants sont dans cette situation-là. Alors, moi je suis en contact avec un mouvement aux États-Unis qui s'appelle Strike Debt, la grève de la dette, et une de ses animatrices qui s'appelle Anne Larson a initié un mouvement très important dans une université privée, parce qu'aux États-Unis vous avez des universités publiques, vous avez des universités privées sans but lucratif et des universités privées à but lucratif. C'est celles-là qui sont les plus dangereuses et les plus perverses, parce qu'en plus ces universités, elles reçoivent donc une manne financière considérable, jusqu'à 33 milliards pour une seule année. Donc c'est tout à fait énorme. Vous avez 10% des étudiants américains qui sont inscrits dans des universités privées à but lucratif, et ces universités raflent 33 milliards de dollars donc, pour toute l'année. C'est quasiment le quart de l'aide. Donc elles sont suraidées. Par contre, leur préoccupation, c'est de rémunérer les actionnaires, et le sort des étudiants leur importe très peu. Ce qui fait qu'on a vu se développer dans une université
gérée par une structure qui s'appelle Corinthians, une grève des étudiants qui a été très bien organisée, une grève de la dette, grève de paiement, et c'est remonté jusqu'aux juridictions. Donc actuellement, il y a des mouvements en justice qui sont engagés parce que les étudiants refusent de payer la dette. L'université en question a menacé de fondre les plombs, c'est-à-dire de ne plus exister et de laisser les étudiants à leur sort. Donc il y a quelque chose qui est engagé, qui n'est pas abouti, mais ce mouvement-là est quelque chose qui est important, qui est relié bien sûr au mouvement Occupy, etc. Donc ça c'est un point important. Alors, un autre sujet que je connais un petit peu, parce qu'il se trouve que j'ai été au niveau les 30 années que j'ai fait au niveau de la Caisse d'épargne, et ce jour, j'ai été chargé de clientèle sur le secteur des collectivités territoriales. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce secteur, et quand les emprunts toxiques sont arrivés, alors les emprunts toxiques, ce sont des prêts que l'on appelle en la nouvelle langue libérale des emprunts structurés. Ce sont des prêts spéculatifs. La formule est très compliquée, mais pour la résumer en quelques mots, vous avez un financement sur 15 ans ou sur 20 ans. On vous donne les 3 premières années un taux bonifié, inférieur légèrement au taux du moment, et par contre la suite est bâtie sur des indices spéculatifs qui concernent le prix du baril de pétrole, l'inflation polonaise, le rapport entre les taux courts et les taux longs, le rapport entre l'euro et le franc suisse, le yen et le dollar, j'en passe et des meilleurs. Dexia, qui a commercialisé la première ce type d'emprunt, comptait 226 sortes d'emprunts de ce type. Chaque fois qu'il y avait une niche où prendre de l'argent sur les collectivités, Dexia concevait un produit. Dexia fait faillite aujourd'hui. Donc j'ai d'ailleurs fait un petit bouquin qui est surtout un manuel pratique, c'est un manuel d'autodéfense citoyenne pour les collectivités locales, les hôpitaux et les militants qui veulent se bagarrer pour attaquer les emprunts toxiques quand les élus et les responsables ne le font pas. Donc il y a un mode d'action citoyenne pour aller en justice et se bagarrer, donc c'est pas facile, bon, j'en dirai quelques mots. Donc voilà, donc les emprunts toxiques, ils sont apparus dans les années 2000, mais leur toxicité n'apparaissait pas. C'est-à-dire que moi, quand je disais je ne voulais pas vendre ces emprunts, on me disait tu es fou, tu n'en as aucun moyen de prouver que ces emprunts sont dangereux pour les collectivités. Effectivement, les taux n'avaient pas bougé. Par contre, moi je m'appuyais sur la réglementation qui dit qu'en France, on n'a pas le droit de faire souscrire à des collectivités, des hôpitaux et des organismes de logements sociaux des prêts, des emprunts à caractère spéculatif, et que les collectivités doivent financer des opérations d'intérêt général à caractère local sans faire de la spéculation. Donc moi je m'appuyais là-dessus pour, je dirais, refuser toute commercialisation. Donc au bout d'un moment ça a un petit peu fatigué mes patrons qui m'ont mis dans un autre service, et c'était en 2004. Donc j'avais tenu 4 ans quand même. Et en 2007-2008, la fameuse crise financière est là. On s'aperçoit que tous ces produits-là qui étaient bâtis sur des indices spéculatifs ont explosé. On s'est retrouvé avec des taux de 25-30%. Un rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale, à l'époque c'était Bartolone qui était le président, et qui était le président... il était président de l'Assemblée nationale, et il était aussi... le président du conseil général de Seine-Saint-Denis, il a mis en place une commission qui a travaillé, on a étudié un emprunt qui aurait pu atteindre un taux de 130%. Vous voyez, la nature, c'était la spéculation sans limite du fait du montage extrêmement dangereux de ces emprunts. Donc là, l'action concrète, ce que l'on a fait avec le collectif, au niveau local, c'est informer ce que sont ces emprunts, comment on se procure l'information, quel type d'action on peut faire. Alors on a essayé sans succès d'exercer à Dijon, la ville du fameux ministre du Travail que vous connaissez tous, François Rebsamen. On a essayé d'engager donc l'autorisation de plaider, qui est une action en justice que l'on exerce quand les élus n'exercent pas leurs droits, c'est-à-dire les élus n'agissent pas pour la collectivité, eh bien nous, citoyens, on va agir à leur place. Malheureusement, on s'est fait retoquer 3 fois par le tribunal administratif, dont je suspecte le président d'être un ami proche de François Rebsamen, mais bon, peu importe. On a engagé une 4e action sur l'obligation de fournir des pièces, parce que tout citoyen a le droit d'avoir accès aux pièces, aux éléments du contrat, aux délibérations, ce que refusait bien sûr François Rebsamen et son prédécesseur. Donc nous, on l'a signé en justice sur l'injonction de produire des pièces. Alors, petite parenthèse sur Rebsamen, il était au moins depuis 2004 jusqu'en octobre 2008 un administrateur de Dexia, et il touchait à ce titre 20 000 € de jetons de présence par an, et dans le même temps il faisait souscrire des emprunts toxiques à sa ville. Donc vous voyez un petit peu, ça sent
légèrement le conflit d'intérêts, si je puis dire. Donc voilà, au niveau des collectivités publiques, actuellement, l'action qu'on mène, c'est de dénoncer les protocoles qui sont signés, parce que ces contrats, ce sont des pièges. Pour en sortir, si vous ne voulez plus payer les 25%, vous devez payer une indemnité qui va représenter 2 à 3 fois le montant de votre emprunt. Une indemnité qui représente 2 à 3 fois. Donc c'est une situation intenable pour les hôpitaux, pour les collectivités. L'État, je fais vite, a mis en place un pseudo-fonds de soutien qui va donner quelques cacahuètes aux collectivités en leur disant vous renégociez la pénalité, vous la payez à 100% et on vous l'étalera dans le temps. C'est-à-dire au lieu vous avez un emprunt sur 15 ans, on va le faire sur 20-25 ans. Vous voyez un petit peu ça. Alors pourquoi l'État fait ça? Bien parce que l'État, dans sa mansuétude légendaire, a repris les encours toxiques de Dexia quand Dexia a fait faillite. Il a repris au moins 10 milliards d'encours toxiques qui peuvent représenter un risque qui peut être le double. Puisque je vous dis, l'indemnité, elle peut être 2 à 3 fois supérieure au montant de l'emprunt. Donc l'État, eh bien, s'est mal comporté. Donc il a repris les emprunts de Dexia alors qu'il aurait dû laisser la banque faire faillite et faire une faillite ordonnée, c'est-à-dire protéger les petits déposants et laisser leurs pertes aux actionnaires et aux gros créanciers de Dexia, ce qu'il n'a pas fait, ce qui a été le cas d'ailleurs dans toutes les crises bancaires que l'on a vues en 2007-2008. Donc voilà un petit peu cette pratique de l'État. Dernière parenthèse, les collectivités qui agissaient en justice ont gagné sur un point qui était le taux effectif global, je ne rentre pas dans les détails, c'est un point annexe mais qui leur permettait de gagner. Qu'à cela ne tienne, l'État a fait voter une loi de validation rétroactive qui a complètement changé tout ça, et en disant que le TEG qui était si important avant, eh bien c'est pas grave, on va s'arranger et les collectivités qui gagnaient ne peuvent plus gagner sur cette voie-là. Voilà un petit peu tout ça. Je fais vite au pas de course pour terminer, dire quelques mots sur l'audit de la dette grecque, et puis ensuite on échangera. L'audit de la dette grecque, c'est un cas très intéressant parce que bon, vous avez suivi le feuilleton répétition qui a continué pendant longtemps et qui va continuer encore quelques mois, je pense, voire quelques années. Et nous, on a eu la chance, enfin, en ce qui me concerne, de participer à cette fameuse commission pour la vérité sur la dette grecque qui a été créée par Zoé Constantopoulou. Alors c'est très intéressant parce que la mission qui nous était impartie, c'était de voir dans la dette grecque, la dette publique, quelle était la partie de cette dette qui était illégale, illégitime, odieuse et insoutenable. Je vais directement à la fin, c'est quasiment la totalité. Et j'expliquerai pour quelles raisons en quelques mots. Donc nous, ça c'était très important, on a identifié ça. Et surtout, ce qu'elle nous a demandé, c'est d'identifier des pistes de droit. Dans la mesure où on aurait identifié une partie de dette illégale, illégitime, odieuse, insoutenable, sur quelle piste de droit on peut agir pour ne pas payer la dette, refuser de la payer? Eh bien, nous on avançait tout un ensemble d'argumentations par rapport à ça. Alors, notre argumentation, pour montrer donc le caractère donc de cette dette, on a pris 3 axes qui sont grosso modo l'axe économique. Ben, vous êtes témoin comme moi que les potions administrées par la Troïka, qui s'appelle maintenant le Quartet, avec le FMI, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et maintenant le Fonds Européen de Stabilité Financière, cet attelage-là donc, a mis en place des recettes ou des remèdes qui sont en réalité des potions qui ont tué le malade. Moins 25% de PIB, une dette qui a quasiment doublé et qui représente aujourd'hui quasiment 200% du PIB. Et maintenant j'en viens derrière ça, après ces indicateurs économiques, les indicateurs sociaux, vous avez 27% de la population au chômage, 60% chez les jeunes et chez les jeunes femmes, 72% de taux de chômage. Un taux de suicide jamais atteint, la malnutrition, les maladies infantiles, un développement de la toxicomanie, des violences, de la prostitution. Bon, je pourrais continuer très longtemps, malheureusement, ce catalogue qui a été bien exposé par des médecins dans la fameuse revue The Lancet. Et ils ont fait un livre qui s'appelle L'austérité tue, qui a été traduit donc, il y a quelques mois, un livre très très intéressant. Donc voilà, nous on s'est battu, donc on s'est appuyé sur des éléments économiques, des éléments juridiques pour démontrer le caractère illégal de cette dette. Alors on a vu tout un ensemble de malversations, tant du FMI, de la BCE, de la Commission européenne concernant la mise en place des contrats. D'un point de vue social, donc je vous ai fait un petit peu l'état des lieux de cette situation. Et nous, on a avancé
au nom de la Commission, la possibilité pour le gouvernement grec de répudier unilatéralement donc, cette dette, alors avec des arguments qui sont l'absence de bonne foi de la part des créanciers, la violation de règlements de droit international, la Convention de Vienne, etc., violation du droit interne. Et on en a un exemple récent avec le vote du référendum où il y a eu 62% de non. Et on a fait une discussion lors de la dernière mission qu'on a menée au mois de septembre, juste après les élections. Et un grand juriste grec qui s'appelle Yorgos Kassimatis a dit qu'effectivement le référendum, le vote non, liait le gouvernement. Et qui n'avait pas le droit donc de mettre en place le mémorandum, qui est toujours un mémorandum aussi illégal que ses prédécesseurs, donc les mémorandums de 2010 et 2012. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a avancé comme autre argument? L'absence d'enrichissement sans cause, car le peuple grec n'a pas bénéficié des emprunts. Je vais vous donner un exemple très concret. Le second mémorandum de 2012 qui portait sur 130 milliards d'euros, sur ce montant, 48 milliards ont servi à recapitaliser des banques privées. Bon, voilà un exemple du fait que ça bénéficie qu'à quelques actionnaires. Donc on a dit que l'État grec pouvait invoquer la suspension unilatérale du remboursement en vertu donc du droit et en se fondant sur l'état de nécessité. Pour conclure, en quelques mots, donc, on a essayé de montrer que derrière cette dette-là, donc, il y a tout un système donc, qui fait de la dette, et notamment la dette financière, donc, à la fois donc, un moyen de domination et d'inféodation, un instrument d'extorsion et d'exploitation, un outil d'aliénation et de réification, enfin un dispositif de consolidation et de perpétuation d'un rapport social délétère. Donc, et pour toutes ces raisons, eh bien, les dettes que l'on a identifiées comme illégales, odieuses, illégitimes et insoutenables doivent être annulées. Bon, je ne vais pas plus loin pour laisser la place au débat, j'ai été un petit peu au pas de course, mais bon, voilà. Merci Patrick Saurin. Alors, ça tombe bien, vous avez abordé une bonne partie des thèmes que nous avons nous-mêmes travaillés pendant ces 2 jours. Des emprunts toxiques faits par les collectivités territoriales, au problème des prêts étudiants, le désengagement de l'État remplacé par des systèmes de dette. Donc, je crois que nous sommes tous bien armés là pour vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut commencer? Oui. Merci beaucoup pour l'exposé, parce que la question c'est pas qu'est-ce qu'il y a recours exactement en justice précise, notamment du point de vue du droit international. Où est-ce que par exemple l'État grec pourrait plaider sa cause pour une annulation de sa dette? Enfin, quelles seraient concrètement les modalités de ce genre de procédure? Et pourquoi est-ce que l'État grec n'a toujours pas fait jusqu'à présent? Alors, je vais répondre en 2 temps. D'abord, sur le début de votre question, moi je pense que ce n'est pas l'État grec d'engager une action. L'État grec, il fait défaut. Nous, ce qu'on avait proposé au niveau de la Commission, on dit voilà, pendant qu'on fait l'audit, est-ce que le gouvernement grec aurait dû faire dès son élection à la fin du mois de janvier, c'est faire un moratoire sur l'ensemble des dettes, c'est-à-dire faire une suspension de paiement, en attendant le résultat de la commission d'audit. Il faut savoir que dans le programme de Syriza, dans le programme de Thessalonique de 2012, il y avait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été tenues. L'audit de la dette, le fait de ne pas payer la dette si elle était illégale, illégitime ou insoutenable, et il y avait la nationalisation du système bancaire. Il y avait d'autres mesures. Mais ça, ce qui intéresse notre propos. Or, on s'est aperçu très vite que les dirigeants de Syriza, notamment Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis, n'étaient pas favorables à l'audit de la dette. Je cite un propos de Varoufakis. Pour lui, ne pas payer la dette, c'est revenir au Moyen-Âge. Vous voyez un petit peu il a je dirais une approche un petit peu ambiguë, Varoufakis. Mais quand on rentre dans ce domaine-là, on s'aperçoit que c'est pas leur vocation. Donc il aurait fallu que la Grèce arrête de payer et que ça soit les États qui attaquent, les créanciers, les banques qui attaquent, sachant qu'une grosse escroquerie qu'on a mis au jour, c'est que la dette grecque qui était détenue à 80%
avant la crise par les banques privées, est aujourd'hui détenu à 80% par les structures publiques. Le Fonds européen, la BCE, le FMI, c'est-à-dire des choses qui sont financées par les contribuables. Le mécanisme essentiel, il y a deux économistes qui ont parlé de migration de crédit. Je trouve que le mot est juste. Il y a une migration de crédit, c'est-à-dire à travers les restructurations successives, enfin les mémorandums de 2010-2012, les banques privées se sont empressées de refiler la patate chaude aux structures publiques, avec la bénédiction de nos grands dirigeants, et se sont complètement défaussés par rapport à ça. Et c'est nous maintenant qui supportons le risque dans la feuille de route classique de la socialisation des pertes. Donc ça c'est... Donc Syriza a fait l'erreur, le gouvernement Syriza a fait l'erreur de ne pas faire de moratoire et de ne pas se faire attaquer. Sachant que les banques sont malines, c'est-à-dire quand elles ont modifié des contrats, quand elles ont changé des titres contre d'autres, elles ont changé également les institutions juridiques qui sont en charge des litiges. C'est-à-dire vous avez actuellement une grosse partie de ces dettes-là qui sont régies par le droit anglais, qui est beaucoup plus compréhensif pour les créanciers. Vous voyez, il y a tout un montage, tout un ensemble de choses. Mais là, ce qu'il faut faire valoir, c'est un rapport de force. Et l'élément central, ce sont les droits humains fondamentaux. Les droits humains fondamentaux, il y a des exemples. Il y a une étude qui a été faite par des économistes du FMI qui ont analysé 147 crises financières depuis la fin de la guerre. Sur ces 147 crises financières, la crise grecque figure parmi les 5% des crises les plus graves, à l'instar des pays où il y a eu des famines, des guerres, ou la crise à l'époque de l'Argentine. Donc c'est quelque chose, et puis quand vous allez là-bas, quand vous voyez un petit peu la situation, quand vous discutez avec les gens ne se soignent pas. Vous avez le cancer, vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas de carte bancaire pour payer, on ne vous soigne pas. D'où les initiatives de multiplier les dispensaires locaux, des initiatives citoyennes militantes de terrain pour pallier autant que faire se peut cette crise-là. Donc on est dans une situation dramatique. Donc la Grèce aurait dû refuser le paiement, mais ses gouvernants n'étaient pas très enclins à le faire. Parce que pour eux, et il l'avait dit bêtement, ils étaient obnubilés par le fait de rester dans l'euro. Pour eux, s'ils sortaient de l'euro, c'était la catastrophe. Or, moi je pense, point de vue personnel, on ne reste pas dans l'euro à n'importe quel prix. Et ils ont eu l'erreur de mettre ça sur la table en disant on ne sortira jamais. Donc une fois qu'ils ont dit ça, Schäuble et tous les autres argentiers ont dit pas de problème, ils sortiront jamais, on va leur imposer tout ce qu'on veut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en lien en fait avec ça, est-ce que c'est vraiment, on peut parler d'erreur ou est-ce que finalement le débiteur qui est la Grèce aujourd'hui, donc on l'a considéré comme ça, est-ce que ce débiteur a vraiment le choix finalement? Donc, est-ce qu'on peut considérer que pour la Grèce, en tant que débiteur, est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place, ou bien est-ce que finalement elle a été contrainte par les créditeurs? Et du coup, précisément, là, on intègre un peu les discussions qu'on avait sur les instruments de domination, que constitue la dette finalement. Et voilà, est-ce qu'on peut parler d'erreur de ce point de vue? Alors, il y a deux choses. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Je fais beaucoup de conférences sur la dette grecque pour présenter notre rapport. Et chaque fois, la question, c'est est-ce que Tsipras c'est un Bon, voilà. Mais je pense qu'on peut répondre à cette question-là en disant qu'effectivement, il y a une grosse pression qui a été exercée sur le gouvernement grec. On l'a vu, les pressions, les chantages, le fait de ne pas accepter des titres des banques en collatéraux, ce qui asséchait le financement des banques grecques, donc qui n'avaient plus de financement, le fait d'obliger les banques grecques à fermer, donc ça aussi, ce sont des moyens de coercion très, très forts. Mais malgré tout, le gouvernement a des possibilités, c'est-à-dire qu'effectivement, il se trouvait très contraint sous la pression des institutions, comme les appelait Varoufakis, mais il pouvait faire autre chose, il pouvait changer, et il peut toujours le faire. Sauf que c'était pas dans sa feuille de route. La feuille de route, c'était rester dans l'euro, essayer de négocier un petit peu, alors avec une certaine candeur, c'est-à-dire que quand Varoufakis raconte ses rencontres au sein de l'Eurogroupe, c'est hallucinant. Varoufakis, il faut savoir, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est probablement le plus intelligent de tous les ministres des Finances qui étaient réunis autour de cette table. Il disait, je leur parlais, ils avaient les yeux vides, mais ils n'étaient pas là pour écouter.
ils étaient là pour appliquer une feuille de route, pour faire casquer le peuple grec, imposer des conditionnalités dans le cadre des mémorandums, c'était ça, faire privatiser une part très importante du patrimoine à travers l'organisme Taiped, baisser de 25% au moins les retraites et les salaires dans un premier temps, mettre des gens au chômage, augmenter la TVA, vendre les îles, les aéroports, etc. C'était ça leur feuille de route. Donc Varoufakis, donc ils ont été un petit peu naïfs par rapport à ça, de penser que par l'intelligence et la pensée, et le bon sens, la bonne foi, on allait pouvoir convaincre. Donc ça, je pense qu'ils ont très vite vu que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est toujours possible pour un gouvernement de décréter unilatéralement le non-paiement. S'ils auraient fait en plus dans le même temps où, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont payé, je crois, au moins 7 à 8 milliards de remboursement de dettes. Dans le même temps, ils n'ont pas eu le droit de souscrire de la dette. Ce que nous, on fait, c'est-à-dire en France, régulièrement, l'État émet de la dette et fait rentrer de l'argent pour financer son déficit. Eux, ils n'ont pas eu cet argent-là. Donc c'était une situation très dramatique. Donc trouver des arguments de ne pas rembourser une partie du FMI à un moment donné, c'était intenable comme situation. Donc ils auraient dû, dès le début, faire défaut. C'est-à-dire dire d'abord moratoire, l'audit, et ensuite, vous n'êtes pas d'accord, on ne vous rembourse pas. Par contre, nous, on va à l'injustice, on a des éléments de droit, on a des éléments solides par rapport à ça. Dans la commission pour la vérité sur la dette grecque, il y a une trentaine de personnes, il y a une quinzaine de Grecs, et une quinzaine de personnes qui viennent de 10 nationalités. Donc moi, je suis de France, je travaille avec l'économiste Michel Husson, et dedans, il y a des juristes, vous avez des spécialistes des droits humains, il y a notamment Céphas Luminas, qui est un rapporteur des Nations Unies, qui a fait le rapport en 2012 sur l'état de la Grèce. Vous avez des personnes spécialisées dans l'audit comme Maria Lucia Fattorelli qui a travaillé au Brésil. Vous avez un ex-ministre des Finances de l'Équateur. Donc il y a tout un ensemble de personnes, des compétences. Vous avez des juristes grecs, j'ai parlé de M. Kassimatis tout à l'heure. Bon, il y a du lourd, si je puis dire, pour parler trivialement. Donc au vu de ces éléments-là, ils avaient les moyens d'agir en justice et de batailler. En plus, il y a une bataille aussi à mener, qu'ils auraient dû mener, c'est une bataille idéologique avec tous les pays, c'est-à-dire soutenir la Grèce sur des actes clairs. Parce que là, les mouvements de soutien à la Grèce, ils se sont un petit peu essoufflés. Il y a eu beaucoup de collectifs qui ont été mis en place, mais ils se sont essoufflés parce qu'il n'y avait pas de choses concrètes de la part du gouvernement, puis des reculades. Il y a eu un regain, quand il y a eu le fameux référendum, on s'est dit, ça y est, là il va renverser la vapeur, 62% ont voté contre les propositions des créanciers, il va appliquer ça. Eh bien, les échos que j'ai eus, c'est-à-dire que quand Tsipras a appris que le non avait gagné, il a tiré la gueule. C'est-à-dire il pensait que le oui allait gagner. Son calcul, il avait fait le calcul de Tsipras déjà, en pensant que le oui allait gagner, et qu'il allait pouvoir imposer le troisième mémorandum de façon tranquille en disant, regardez, sauf que ça a été le non qui a gagné, mais il a malgré tout imposé de façon illégale, puisque c'est en tous les Grecs qui le disent, il a imposé de façon illégale l'application la signature du troisième mémorandum. Il y avait Jean-François avant et Samuel après. Moi j'en ai plusieurs questions. La première est une question très technique qui me fait passer un peu pour l'avocat du diable. Elle concerne les emprunts structurés. J'ai du mal à croire que dans la stratégie des banques consistant à élaborer ce genre de produit, le but ultime était de faire en sorte de piéger les débiteurs avec des taux d'intérêt de 130%. Je me demande, quels présupposés les financiers avaient-ils pour élaborer ce genre de produit en proposant des indices complexes visant à finalement moduler le taux d'intérêt en fonction de variables liées à la contingence économique. Donc voilà, c'est un peu le sens de ma question. La deuxième question, c'est à propos de la définition que vous donnez de dette illégitime, illégale, odieuse, encore insoutenable, qui est un concept qui est généralement appliqué à la dette publique. Alors, le premier exemple que vous avez donné des effets néfastes du système dette concernant les étudiants américains, comment on peut transférer ces concepts de dette illégale, illégitime, etc., de la dette publique à la dette privée. Question subsidiaire, qu'est-ce qu'une dette légitime? Et enfin, une question de type biographique, si vous me permettez, comment survit-on à travailler dans le système bancaire en tenant le genre de discours que vous tenez? Donc je vais essayer de répondre à votre question. Concernant les emprunts structurés, quand ils ont été mis en place, la vocation était que ces emprunts permettaient à la banque de marger 2 à 3 fois plus qu'avec des emprunts classiques à taux fixe et à taux révisable.
je ne vais pas rentrer dans la cuisine, mais ils n'envisageaient pas à l'époque que ces emprunts allaient atteindre des 130%, même des 15 ou des 25%. Pour eux, ils étaient convaincus, parce que les analystes financiers sont très bêtes, sinon on n'aurait pas eu la crise de 2007-2008. Les financiers, je dirais, c'est un monde de moutonniers et qui raisonnent avec un tableur Excel. C'est-à-dire qu'ils ne raisonnent pas, quoi. Donc ils mettent des choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité. En plus, ils ne connaissent pas le droit. Autre chose. Et je ne parle pas des aspects sociaux. Donc ils ont conçu des produits qui permettaient de marger 2 à 3 fois. Ils y sont allés, mais à l'époque, ils ont calculé que la partie révisable, après les fameux 3 ans de taux bonifié, la partie révisable qui évolue à partir des index spéculatifs, ils se sont dit, bon, grosso modo, on étudie les rapports entre l'euro et le franc suisse, et puis, bon an mal an, ça va le faire, quoi. Donc le client ne se fera pas trop bastonner, et nous, on va continuer à gagner du fric. Un emprunt structuré, il y a 3 parties. Il y a 3 parties en cause en emprunt structuré, ce qu'on ne sait pas. Vous avez le client qui emprunte, la collectivité, l'hôpital. Vous avez la banque qui prête, ça peut être la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, Dexia, Royal Bank of Scotland. Et puis vous avez, caché, qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle la banque de contrepartie. Quesaco, une banque de contrepartie. La banque de contrepartie, c'est une banque qui passe un swap, c'est-à-dire un échange de taux avec la banque prêteuse pour supprimer le risque. C'est-à-dire que quand la banque prêteuse prête de l'argent à une collectivité, elle n'a aucun risque. Ce qui est complètement antinomique avec le métier de banquier où le prêteur porte le risque. Ce qui est la règle de base. Et c'est très intéressant parce que j'ai échangé avec les spécialistes de Fitch Ratings. C'était un jour, je ne sais plus, ça devait être en 2008. Je vois passer une note de Fitch Ratings. J'avais été viré de mon service et je reviendrai par rapport à comment on fait pour travailler dans un monde hostile. Donc j'avais quitté mon service, mais je continue à suivre les affaires un petit peu. En pleine crise financière. Et je vois une note de Fitch Ratings très bien rédigée où les types expliquent que c'est un scandale en 10 pages. Ils démontent tout le système en disant que les banques font porter le risque aux collectivités, qu'elles ne font pas leur boulot, qu'elles leur font prendre des risques, etc. Je prends mon téléphone, je les appelle. On prend rendez-vous. Et pendant 2 heures, on a échangé. Et à ce moment-là, j'aurais posé des questions, on a discuté et tout. Je dis, mais d'après vous, combien de personnes dans les collectivités comprenaient ces produits? Ils m'ont dit moins que sur les doigts d'une main. C'est-à-dire même dans les grosses collectivités où vous avez des équipes financières, ils ne comprennent pas ce système-là. Certains ont même appris qu'ils avaient des emprunts toxiques en lisant le Libération, quand Libération a sorti le listing de Dexia, où il y avait toutes les 5000 collectivités impactées par les emprunts toxiques. Et là, ils se sont lus dans le journal, si je puis dire. Donc voilà. Donc au départ, ils ne pensaient pas aller vers des 130%. Par contre, ils avaient monté un système machiavélique où ils se sont blindés. C'est-à-dire qu'actuellement, quand ils réclament 3 fois le montant de l'emprunt pour que la collectivité puisse sortir du prêt toxique et le rembourser par anticipation, ces indemnités-là, elles vont dans la poche de la banque de contrepartie qui a assuré le risque. C'est elle qui calcule la pénalité. Donc c'est un système très compliqué. Et vous avez dans les banques de contrepartie les grandes banques. UBS, Deutsche Bank, etc. quoi. Vous avez ce type de banque-là. Alors, ensuite, votre deuxième question concernant comment transférer les concepts de dette odieuse, illégitime, insoutenable, etc. aux étudiants américains. Ce qu'il faut voir, c'est que je ne vais pas rentrer dans la théorie des contrats d'un point de vue de droit, mais il y a tout un ensemble des éléments constitutifs du contrat, notamment une cause réelle et sérieuse, la bonne foi, etc. Or, on s'aperçoit que les emprunts qui ont été vendus par les banques à travers Corinthians, la fac privée américaine à but lucratif, ont été mis en place sur des éléments mensongers. C'est-à-dire, on disait, voilà, vous allez sortir, vous allez trouver un boulot payé à temps, etc. Donc des étudiants, même surtout des étudiants modestes. L'article qui a été fait par Anne Larson, donc, que j'ai traduit, donc, montre qu'il y a des familles qui sont très pauvres. Vous avez une mère de famille avec un enfant handicapé qui se retrouve avec un emprunt toxique, avec un prêt américain à rembourser alors qu'elle n'a pas de boulot. Donc on a ce genre de clientèle. Donc ils ont été abusés. Il y a eu un problème au niveau de la bonne foi. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas. Alors, les contrats, ils peuvent être mis en place en toute bonne forme, c'est-à-dire les autres conditions de forme, être les signatures, etc., le taux bien renseigné. Mais bon, à partir de là, on peut toujours évoquer, donc nous, au niveau de la population, le caractère aussi insoutenable. Ce qui est valable pour un État, ça vaut aussi pour une famille. Et puis, le droit, il faut le créer.
Si on crée pas, on se bagarre pas pour créer du droit, on n'y arrive jamais. Nous, mon syndicat, Sud-BPCE, je fais de la pub, on a fait une action en 2012 contre un employeur, une caisse d'épargne, pour dénoncer une organisation du travail qui reposait sur le benchmark. C'est-à-dire le fait de classer les gens, de faire la concurrence, ça rend les gens malades, ça rend les gens dans une situation de stress. On a créé un précédent, on a gagné devant le tribunal de grande instance à la surprise de tout le monde, et on a créé une jurisprudence valable non seulement pour la caisse d'épargne et pour les banques, mais pour l'ensemble des professions. Donc c'est quelque chose de très important. Donc nous, il faut se bagarrer pour créer du droit. Enfin, pour comment vivre à la caisse d'épargne quand on est militant, c'est très compliqué parce que bon, je suis pas très loin de la retraite heureusement, mais ça fait 1 an que je peux plus aller sur un lieu de travail. J'ai eu à mon encontre 2 tentatives de licenciement, donc une qui date il y a quelque temps. J'avais fait une émission sur Europe 1 avec Thomas Soto pour évoquer le cas des emprunts toxiques, et je dirais dans l'heure il y avait des avocats qui travaillaient pour savoir de quelle était la meilleure façon de me licencier. J'ai appris ça par des relais que l'on a au niveau de la DRH, et on a fait un communiqué de soutien de tout un ensemble d'organisations avec ATTAC, le CADTM et puis Solidaire, donc l'union syndicale à laquelle j'appartiens. On a diffusé ça partout, ça a un petit peu fait reculer les patrons, ils ont eu peur. Mais moi je ne peux plus retourner dans une agence. Si je retourne dans une agence, en plus ils m'ont mis dans un poste complètement éloigné de ce que je sais faire. Moi mon métier c'était les collectivités locales. Bon, mais ils se sont empressés de me mettre dans un autre service et puis de me rechanger régulièrement. Si je retourne sur le terrain, pour travailler normalement, à part faire la grève du zèle, vous faites plusieurs infractions à la réglementation chaque journée, plusieurs dizaines. Bon, pour arranger les clients, etc., pour le fonctionnement classique. Moi, si je fais une de ces infractions, entre guillemets, je suis viré dans l'heure. Donc du coup, je suis devenu, à mon corps défendant, un permanent syndical sur le tard, alors que je suis contre la permanentisation des syndicalistes. Mais c'est pour éviter un procès à mon organisation. Voilà. Si je peux me permettre, il y avait la question de la dette légitime aussi. À quelles conditions peut-on parler d'une dette légitime, si ce n'est via négative, qu'elle n'est pas illégitime? Alors, la notion de dette illégitime, c'est une notion qui se construit. Alors, si je prends la définition qui est dans le glossaire, donc je vais vous la lire pour vous montrer que c'est un petit peu technique. Et après, on verra comment on peut l'aborder. Donc, dette illégitime, c'est une dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que le prêt, le titre financier, la garantie ou les termes et conditions attachés au prêt sont contraires au droit, aussi bien national qu'international, donc elle est aussi illégale, ou à l'intérêt général, ou parce que ces termes et conditions sont manifestement injustes, abusifs ou inacceptables. Donc là, ça donne une marge de manœuvre pour la notion d'injustice, d'inacceptabilité et d'abusif. Là aussi, il faut le construire. C'est des notions qui peuvent paraître subjectives, mais on peut, avec tout un ensemble d'éléments concordants, arriver à montrer ces éléments-là. Ou encore parce que les conditions attachées au prêt contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains. Ou in fine, car le prêt ou sa garantie ne sont pas utilisés au profit de la population, ou parce que la dette est le produit d'une transformation de dette privée ou commerciale, ce qui est le cas donc quand on transforme les dettes des banques en dette publique, eh bien là on est tout à fait là-dedans, sous la pression des créanciers. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble, tout un faisceau de choses, et nous on a travaillé sur ces éléments-là. Donc, et vous voyez, la dette illégitime, il y a plusieurs entrées. Il y a des entrées qui sont à la fois au niveau de la réglementation, il y a des entrées subjectives par rapport au caractère injuste, abusif ou inacceptable, il y a la notion d'intérêt général, où là on peut arriver à montrer des choses. Alors l'utilisation d'une dette pour quelques intérêts particuliers, ça peut se prouver. Il y a la notion des droits humains, donc là nous on a travaillé beaucoup à ce niveau-là avec des spécialistes de ces questions. Samuel. Une question, enfin, une remarque sur les dettes étudiantes. On parle, enfin, vous avez parlé, voilà, c'est un phénomène qui semble se localiser essentiellement en Amérique du Nord. On voit aujourd'hui qu'en France, il y a un développement des écoles privées, des études supérieures. Je pense que tout le monde de soi connaît des gens en France qui, pour faire leurs études, doivent contracter des emprunts. Et donc, voilà, ma question c'est, est-ce que ça concerne que les États-Unis ou l'Amérique du Nord, et en France, où on en est à ce niveau-là, au niveau des, sachant que c'est pas tout à fait le système, et puis on voit que
ce qui est déjà en place en Amérique du Nord risque fortement d'arriver ici, puisque beaucoup de gens militent, enfin beaucoup de personnes militent pour précisément l'augmentation des frais à l'entrée de l'université, pour que les universités lèvent des fonds, se développent, etc. Donc ça c'est voilà, est-ce que ça va nous arriver? Est-ce que c'est un phénomène auquel on peut assister? Et la deuxième question, c'est sur l'échelle de l'inégalité, l'illégitimité, l'odieux et l'insoutenable, où se situerait la dette française? Okay. Alors, concernant la dette étudiante, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement spécifique aux États-Unis. On le retrouve au Royaume-Uni, où de plus en plus les frais de scolarité et les frais non seulement pour d'inscription, mais pour faire ses études sont très importants. En France, on le voit avec, alors ça fait longtemps que je n'use plus mes fonds de culotte sur les bancs de l'université, je le regrette parce que ça me rappelle une époque intéressante, mais on voit les frais d'inscription qui augmentent régulièrement. On voit le développement de boîtes privées. À l'époque, de mémoire, il y avait Pasqua qui avait voulu monter une fac privée. Bon, et puis c'est toujours latent. On a des écoles avec qui sont pas privées, mais où les droits d'entrée sont exorbitants. Donc ça crée une sélection. Donc ce qu'il faut réhabiliter, c'est effectivement une éducation publique, une santé publique. L'éducation, c'est pas une marchandise. Donc le privé n'a rien à faire. Le médicament, la santé, c'est pas une marchandise. Donc là, le privé doit être complètement en dehors de ça. Et j'ajoute même, vous avez une superbe plaquette qui a été faite par Sud BPCE, donc en libre disposition là-dedans, où nous on préconise un service public bancaire. Tout simplement. Donc ça participe. Alors c'est pas parce qu'on est des vieux rétrogrades qui voulons revenir aux ancêtres totémiques du Conseil national de la résistance avec la nationalisation. Nous on veut socialiser. Socialiser par rapport à nationaliser, c'est quoi? C'est le contrôle citoyen. On a donc une structure qui est représentée par des représentants de clients, de salariés, d'élus, d'associations, notamment celles qui travaillent pour la transition écologique. Il paraît que c'est la COP 21. Et puis tous ces ensembles-là, ça fonctionne et ça détermine une politique. Et on fait des banques à taille humaine. Il faut savoir que comparativement parlant, par rapport à la taille, les banques françaises sont beaucoup plus grandes que les banques américaines. Pour vous donner quelques exemples, là-dedans, justement, ça c'est un outil à destination des employés de banque qui ne savent pas ce qu'est une banque. Je ne me moque pas d'eux, mais c'est comme ça, ils ne savent pas comment ça marche. Donc on leur explique que le bilan de BNP Paribas, c'est 2000 milliards. C'est l'équivalent de la dette de la France. C'est l'équivalent du produit intérieur brut de la France. On leur explique que chaque année, une banque comme BNP Paribas, ils investissent, ils spéculent chaque année sur le montant du PIB mondial, plus de 47 000 milliards. La Deutsche Bank fait pareil, à travers les fameux produits dérivés qui spéculent sur les matières premières, sur les métaux, qui spéculent, qui font les politiques de la faim, ce genre de choses. Donc, vous voyez, en faisant des cours sur les graines, sur les minerais, etc. Donc là, effectivement, un service public, ça c'est un point qui est tout à fait important. Donc effectivement, cette dérive, on l'observe. Donc au Canada, il y a eu le fameux mouvement, donc le printemps érable, avec là aussi des frais d'inscription qui étaient élevés, qui a fait beaucoup bouger les étudiants. Et l'autre partie de la question que vous m'avez posée, je ne l'ai pas notée, pardon. Sur les cas qualificatifs illégitimes, illégal, odieux et insoutenable, où est-ce que ah oui. Alors, la dette française, elle est tout simplement, pour une partie illégitime. Alors, on a fait un rapport, je dois l'avoir en manière, en principe, il doit être par là. Il est disponible sur Internet. Donc, ça s'intitule, c'est le CAC, le collectif d'audit citoyen. Elle fait un petit jeu de mots avec le CAC 40, bon, un peu d'humour, ça fait pas mal, dans ce monde de brut. Que faire de la dette? Un audit de la dette publique en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail-là, donc, on a identifié deux sources d'illégitimité au niveau de la dette. D'une part, un manque à gagner au niveau des recettes qu'on a chiffré ces 30 dernières années à 488 milliards d'euros. Donc on a dit, voilà, à travers les cadeaux fiscaux qui ont été faits, etc., au niveau des particuliers les plus riches, au niveau de l'impôt sur les sociétés, je vous rappelle que l'impôt sur les sociétés, de mémoire, il devait être de 50% en 1985,
Aujourd'hui, il est à 33%, avec 8% en moyenne pour les sociétés du CAC 40, et Total, qui une année est capable de ne pas payer d'impôts à travers le démontage de sociétés mères, en utilisant les bons et loyaux services de Jean-Claude Juncker au Luxembourg, donc, qui est le nouveau responsable de la Commission européenne. Bonjour la moralité et le bon droit. Donc voilà, des cadeaux fiscaux qu'on a chiffrés à 488 milliards, et on a repris notamment des rapports de droite, et pour pas se faire accuser d'être taxé de vilain gauchiste ou révolutionnaire, donc on a pris des rapports notamment de Gilles Carrez, qui est un des responsables du Parti des Républicains maintenant, qui a fait des études sur les niches fiscales. Donc on a utilisé tout un ensemble de choses, et on a également fait le calcul, parce que l'État se finance à travers notamment aujourd'hui, du fait du traité de Maastricht, par les banques privées, parce qu'il n'a pas le droit de financer lui-même son propre déficit par des structures publiques. Alors comment ça marche? Eh bien, vous avez les banques privées, les caisses d'épargne, BNP Paribas, la Générale, les Lyonnais, etc. Ils vont à la BCE chercher de l'argent à 0,25, et par un tour de passe-passe, ils le reprêtent à quelques pourcents d'intérêt à la France, à la Grèce et à d'autres États. Vous voyez, en rien de temps, hop, ils font la culbute, sans rien faire. Parce que le traité de Maastricht interdit aux États de se financer en dehors du système bancaire privé. Donc là, on a calculé que si l'État avait emprunté ces 30 dernières années sur un taux moyen de 2%, là aussi on n'y est pas allé très fort, parce que moi je pense que quand l'État emprunte pour ses investissements, ses hôpitaux, ses routes, ses infrastructures, et pour se développer, il n'a pas à payer d'intérêt. C'est le bon sens. Il emprunte auprès du Trésor, et à partir de là, donc à 0% ou un pourcentage dérisoire. Et nous, on a calculé que si on avait pris en moyenne 2% d'intérêt, c'est-à-dire si l'État français ne s'était pas fait rançonner par les banques ces 30 dernières années, on aurait fait une économie de 589 milliards d'euros. Donc 488 plus 589, ça fait 59% de la dette de la France qui est illégitime. Et c'est le rapport qu'on a publié. On n'a pas eu beaucoup de contradictions par rapport à ça. Les gens vous disent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, les impôts, c'est vrai qu'ils sont allés un peu fort. Ben oui, la dette, un élément essentiel, c'est que, j'expliquais que tout à l'heure, un développement de cette dette est lié aux cadeaux fiscaux, c'est-à-dire que plus vous faites des cadeaux fiscaux, bien plus l'État va manquer de recettes, plus il va devoir emprunter. Et à qui il va emprunter? À ceux à qui il a fait les cadeaux fiscaux, qui repassent une 12e fois au tourniquet, et c'est sans fin. Et par contre, ceux qui n'ont pas eu les cadeaux fiscaux, les salariés, petites professions, même commerçants, professions, les petites professions intermédiaires, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ayant peu de parts de valeur ajoutée, ils vont compléter le manque par de l'emprunt, ils vont s'endetter. Voilà, et ça va générer une nouvelle dette qui va encore profiter à apporter des intérêts aux banques. Donc au niveau de la dette de la France, 59% pour nous de cette dette est illégitime, une partie représentée par des taux d'intérêt qui sont injustifiés, et une autre partie par des cadeaux fiscaux qui le sont tout autant.